Triple dinguerie. Lozenqueta signe enfin à l'UFC. Il fera ses débuts à l'UFC Paris et ce sera directement aux portes du top 10 face à Patricio Pitbull. Et aussi, il y a un UFC à Shanghai ce week-end, donc en journée pour nous en Europe, c'est juste parfait. Le game plan avec Brian Boulan, c'est maintenant. Bienvenue chez Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Tous. Cette vidéo vous est présentée par notre sponsor Unibet.fr. Brian, je te sens chaud pour cette analyse. Qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce qui t'intrigue dans ce combat? Pas mal de choses qui m'intéressent et qui m'intriguent, hein. Clairement. Je t'avoue que j'étais très hypé par l'arrivée de Lozenqueta à l'UFC. Je me suis pas trop posé de questions à l'annonce de l'adversaire, tu vois. Mais là, en regardant les styles, et puis, alors, je vais vous avouer quelque chose. Lozenqueta, j'ai regardé beaucoup ses highlights, mais j'ai pas regardé, je n'avais pas regardé beaucoup de combats à lui, tu vois. Okay. Et donc ce matin, et puis hier aussi, j'en ai regardé beaucoup. Et donc voilà. Et donc il y a beaucoup de choses qui m'intéressent, qui m'intriguent, notamment sa capacité à être dans le grand bain. Hein. C'est surtout ça, hein, moi, qui m'intéresse et qui m'intrigue, parce qu'on va pas se le cacher. Octagon, c'est une bonne organisation, ça paye bien, mais le niveau, je suis pas sûr que ce soit la même chose que le niveau de l'UFC, quoi. Non, le truc rassurant, c'est que je sais pas si c'est le dernier, mais en tout cas, un récent combattant de l'Octagon qui a signé à l'UFC, c'est Felipe Lima, qui a fait du très bon travail sur ses premiers combats. Mais effectivement, pour moi, ça fait partie des Factor X. On en discutera peut-être un peu plus tard dans le podcast. Ça fait partie de mes intrigues. Et forcément, je pense que on se rejoint tous. Belges comme Français, on est très excités à l'idée d'avoir un Lozenqueta qui arrive à l'UFC. Et il signe par la très grande porte. Je me demande si hors One, et même One, je suis même pas certain, mais hors Bellator, est-ce qu'on a déjà eu des combattants qui signent à l'UFC et qui rentrent directement sur le numéro 11 d'une KT? Non, là, il signe par la très très grande porte. Et c'est pas un short notice. Le combat est annoncé tardivement. Ça fait longtemps que Lozenqueta est en contact avec l'UFC. Ça fait longtemps que il négociait pour être sur la carte de Paris, et c'est pas un remplacement. Il y avait pas Pitbull sur la carte contre quelqu'un d'autre et le quelqu'un d'autre. Non, donc il rentre vraiment par la très grande porte. Ça m'intéresse aussi. Est-ce qu'il y a pas je sais pas moi, des relations qui sont faites entre l'Octagone et l'UFC, parce que c'est deux champions, hein, qui signent là, si je dis pas de bêtises. C'est une bonne question, mais tu sais quoi, justement, en parlant de Felipe Lima et de ce qu'il a produit sur ses 3 premiers combats à l'UFC, c'est pas impossible que l'UFC se dise, tiens, en fait, à l'Octagone, il y a peut-être des pépites à aller chercher. Ouais, mais il y a, comment il s'appelle, le champion, là, qui va combattre à 61. Il y a un autre qui a signé, qui vient de signer. Tu sais, je t'ai envoyé l'image. Qui rentre contre Pachimix. C'est aussi un gros début, ça. Bah oui. Et au final, parce que là, on parle du One FC. Donc, Pachimix, alors je vais redire le nom de l'adversaire. Mais ça fait penser un petit peu à ce qui s'est passé avec le Rising, avec Kaya Sakura, où il combat directement pour la ceinture, tu vois. Et où il y a eu des relations, quoi, entre l'UFC. Et là, Jakub Wiklaz, il s'appelle. Donc, trois fois Ah non, je dis des bêtises. C'est KSW. Ouais, KSW. Ouais. Excusez-moi. Mais bon, en tout cas, il y a une volonté de prendre des champions d'autres organisations, ce qu'ils faisaient pas avant, et de les mettre rapidement assez haut dans le classement, quoi. Ouais, et ça fait plaisir. Mais donc effectivement, je sais pas, ça peut faire penser, tu sais, à l'époque Cage Warriors, UFC. Tu sais que Graham Boyline, il avait des bonnes relations avec l'UFC, donc il y avait beaucoup de transitions du Cage Warriors vers l'UFC. Mais ça commençait et c'est pas impossible que, je sais pas, le matchmaker ou le président ou un manager de combattants de l'Octagon soit en bonne relation maintenant avec l'UFC, et qu'on va voir de plus en plus de transferts de l'une vers l'autre sur les mois qui arrivent, les années qui arrivent. Allez, on va passer à l'analyse juste après notre Tale of the Tape.
Lozen Keta fera ses débuts à l'UFC. Il est à 16 victoires en 17 combats professionnels et est l'ancien champion featherweight à l'Octagon, ainsi que le vainqueur du tournoi lightweight de 2024. Il a remporté 10 combats par KO, soit 63% avant la limite. L'ancien champion featherweight et lightweight du Bellator, Patricio Pitbull, occupe la 11e place du ranking UFC et est 18e chez Fight Minds. Il affiche 37 victoires en 45 combats, 1-1 à l'UFC, 24-6 au Bellator et a remporté 12 combats par KO, autant par soumission, soit 65% avant la limite. Lozen Keta est sur une série de 5 victoires depuis sa défaite sur blessure. Dès son retour, il récupère son titre featherweight à l'Octagon par KO en décembre 2023. Il rentre ensuite dans le tournoi lightweight et enchaîne 4 combats sous 10 mois, en commençant par une victoire contre l'ancien champion du Cage Warriors, Agi Sardari. Il finalise ensuite Bogdanovic, prend la décision face à Lejerski pour accéder à la finale, où il finalise Paradiser dans le deuxième round. Patricio Pitbull s'est incliné en bantamweight face au champion du Bellator Sergio Pettis en juin 2023, puis a connu pour la première fois de sa carrière une deuxième défaite consécutive face à Suzuki au Rising le mois suivant. Il est revenu défendre son titre featherweight contre Kennedy par KO au troisième round et signe ensuite à l'UFC. Ses débuts ont été compliqués face à Yair Rodriguez, il s'incline à la décision, mais il s'est bien refait dans sa dernière sortie face à Dan Ige. Notre communauté a voté, Brian, 2100 votes, 86% qui est confiant en la victoire du Belge et du nouveau venu à l'UFC. Donc on va commencer par parler de Patricio Frère et je vais balancer directement la couleur. Pour l'analyser, je pense qu'on doit se concentrer sur ses récentes sorties vu la longueur de sa carrière. Et Pitbull, selon moi, n'est plus un surnom qui lui correspond réellement. Il me paraît très mesuré maintenant, assez simple dans son approche offensive debout. Il recherche l'anglaise sur des courtes combinaisons, il cherche à absorber vers son bras arrière, il le fait assez bien. Il mixe assez bien son striking et sa lutte, je trouve. Les entrées sont fluides, il chaîne un peu. Si sa première tentative ne réussit pas, il va chercher à chaîner sa lutte pour arriver au sol. Et au sol, on sent qu'il a un état d'esprit un peu plus orienté de jiu-jitsu que lutte quand ça touche le sol et dans ses transitions. Après, on sent aussi qu'il y a une grosse expérience dans le sport. Je sais pas ce que tu veux mettre en avant chez lui. Je vois que tu hoches un peu la tête sur certaines de mes. Non, sur la question du jiu-jitsu au sol, moi j'étais assez étonné de son niveau au sol, qui était plutôt sur du contrôle. Écoute, je te rejoins. Moi, ce que j'avais noté vraiment, c'est type karaté. Comme tu l'as dit, il va absorber, donc il va reculer, et puis une fois qu'il a désengagé 2 fois, 3 fois, il s'arrête de reculer, il envoie une grosse frappe. Donc ouais, c'est très très économique, mais c'est aussi très efficace, et ça rejoint un peu le style du karaté de la frappe unique, tu vois. Mm-hmm. En lutte, moi j'étais agréablement surpris par sa lutte. Je trouve qu'il a une bonne lutte, donc il enchaîne bien. Alors pour moi, c'est une lutte en chaîne, clairement. Donc sur la single leg, il va soulever pour repartir après de l'autre côté, il va prendre le dos, et on va dire que le degré d'enchaînement est aussi en lien avec le niveau adverse, tu vois. Donc là sur des adversaires où il y a besoin juste d'une première action, ça tombe au sol, bon bah voilà. Dès qu'il y a une défense, il en fait 2 et c'est suffisant. À voir après sur des très très bons défenseurs, mais moi en tout cas j'ai vu une vraie défense, une vraie lutte en chaîne et avec une bonne variété, quoi. Ça c'est ce que j'ai noté. Au sol, j'étais assez étonné parce que je trouve qu'il est, je le vois pas du tout comme un sol de jiu-jitsu, tu vois. Sur contre Dan Ige, il cherche plutôt le contrôle. On le voit prendre ce qu'on appelle le cradle, tu vois, le contrôle tête-jambe. Il va sélectionner la demi-garde. Donc, il a la possibilité de prendre la side, d'aller chercher la monte, mais non, il va rester en demi-garde, donc relativement bas, pour éviter de se faire renverser. Donc, est-ce que c'est pas un ajustement dû à son expérience? Désolé, je te coupe là-dessus, mais le côté orienté de jiu-jitsu, je l'ai fait sur la première séquence grappling contre Ige, où tu vois qu'il précipite un peu vers le dos et il perd la position. Et par la suite, j'ai l'impression qu'il se dit, ok, il faut que je sois un peu moins précipité contre ce genre de profil et que je cherche un peu plus le contrôle. Et effectivement, j'ai beaucoup apprécié la faculté qu'il avait à défendre le switch et à garder la position après la tentative du switch de Ige. C'était une chouette séquence. Ouais, c'est possible. En tout cas, son sol, il est capable et je pense que c'est important d'avoir ça en tête, notamment sur le combat. C'est que soit il s'en rend compte,
Donc avant, en se disant, je vais mettre mon poids relativement bas, je vais pas partir sur du jiu-jitsu à prendre des risques, à ce que l'autre se relève. Ou soit il a fait l'ajustement comme tu l'as dit. Donc je pense qu'il est capable d'avoir un sol très très plutôt lutte, contrôle, tu vois. Ok. Sans recherche de passage de garde, sans recherche de toujours monter sa position, chercher les soumissions. La question se pose, hein, c'est peut-être quelque chose qui a évolué dans son jeu, puisqu'il a quand même un tiers. Donc, avant son dernier combat contre Ige, quand on avait fait le tail of the tape, il était vraiment à 33%, 33%, 33%. Victoire par KO, victoire par soumission, victoire par décision. Donc, tu as quand même 12 soumissions sur ces 45 combats. C'est plutôt pas mal. Donc, je pense qu'il y a eu un aspect à un moment plutôt jiu-jitsu. Mais c'est vrai que son expérience, à partir du moment, surtout quand tu rentres contre du très haut niveau, on sait que soumettre quelqu'un à très haut niveau, c'est très compliqué. Et il a peut-être fait évoluer son jeu en mode un peu plus, comme tu dis, esprit lutte, esprit contrôle, plutôt que esprit rechercher la soumission agressive à tout prix. Et gardez ça en tête, hein, sur ce truc-là, sur cet élément-là, parce que quand on va parler de Lausanne, on va parler de situation de sol avec des adversaires qui vont chercher plus du jiu-jitsu ou de la soumission, comme tu dis, que du contrôle, et pour qui ça s'est mal passé, hein, pour l'adversaire, bien évidemment. Ouais. Et maintenant qu'on en parle, gardez-le en tête, on reviendra dessus. Je suis juste en train de chercher la dernière soumission, victoire par soumission de Patricio Pitbull, ça remonte à 2021. C'était quand il était à 31-4 et maintenant il est à 37-8. Donc il a passé pas mal de combats sans gagner par soumission. Donc effectivement, on peut imaginer un changement d'approche quand ça touche le sol chez Patricio Pitbull. Est-ce qu'il y a des points d'amélioration, des faiblesses que tu as soulignées chez lui? Alors c'est pas une faiblesse, hein, il va pas l'améliorer, mais je pense qu'il est relativement petit pour la catégorie. Ça aussi, c'est un élément qui est assez particulier, parce que je trouve que sur l'adversité de Lausanne Keita, il a souvent affronté des grands, enfin des gars qui avaient un peu plus grand que lui, je pense. Et pourtant, Lausanne, il est pas petit, hein, non, il est pas petit. D'après Tapologie, c'est 1m76 qu'il fait. Ouais, je pense qu'il est légèrement plus grand que moi, ouais. Ouais, bah voilà. Là, c'est ce que j'aurais dit un 70, un 77, un 77. Il est pas, enfin, quoi que non, c'est bien. Non. Pour un featherweight, c'est moyenne haute. Moyenne haute. C'est pas gigantesque du tout, mais c'est pas petit du tout non plus. Sur les trucs à améliorer, sur ses points faibles, le problème, c'est son volume, hein. Voilà. Il y a peu de volume, donc effectivement, si y a un gros travail de volume, ça, c'est compliqué pour lui. Sur des gars qui sont beaucoup plus longs, qui vont utiliser les jambes, c'est compliqué pour lui, et pas forcément beaucoup plus long. Je pense que ça aussi, c'est un peu plus compliqué pour les profils petits. Et puis, il a beaucoup de combats. Donc, quand t'as beaucoup de combats, t'as quand même beaucoup d'informations pour les adversaires. Ça aussi, je trouve que ça peut jouer. Donc, je vais pas dire qu'il est prévisible, mais il y a déjà des choses qui sont lisibles dans son jeu, quoi, et qui peuvent être exploitées. Voilà. Moi, contre Danny Gay, j'ai eu l'impression aussi qu'il y a eu quelques passages avec peut-être un manque de lucidité, où je sais pas, il y a un manque de concentration soudain et ça peut se retourner contre lui, où il laisse une ouverture qu'il aurait pu ne pas laisser. À partir de quand? À partir du high kick dans la tête? À partir du troisième. Et justement, kick, hein. Quoi ça? Ouais, mais il se prend le gros high kick dans le nez. Ah ouais, sur un middle, un middle qui se transforme en genou. Je comprends, moi aussi j'aurais pu beaucoup de, j'aurais perdu des neurones là-dessus. Mais je me demande je pense que j'avais déjà noté lucidité point d'interrogation avant de voir cette séquence-là. Ah peut-être. Moi Et puis je trouve qu'il ralentit fort aussi déjà avant cette séquence. Alors que, voilà, comme tu viens de le dire, il est pas ultra actif dans un combat, il y a un faible volume, donc l'intensité était pas super élevée. Donc sur ce combat? Ouais, sur ce combat, je trouve ça... Ah, je sais pas, il faudrait que je sais pas, tu l'as regardé, parce que attends, moi, j'ai regardé ce matin, j'ai vu deuxième round, il touche à un moment. Ouais, oui, sur le bras arrière quand il absorbe, ouais. Le bras arrière, puis après, ça enchaîne, je pense qu'il met au sol sur la fin. Il y a pas de... Ouais, pour moi, il prend son premier round sans aucune discussion, son deuxième round sans aucune discussion. Donc, je trouvais qu'il n'y avait pas réellement de
c'était propre. Et moi, pour moi, ce qui a tout changé, c'est au troisième, c'est high kick, quoi, plein nez. Ce middle dans la tête. Je crois qu'il part sur un middle. Peut-être, on mais s'en fout. Ouais. les amis, si vous manquez de souplesse, travaillez vos middle parce qu'ils peuvent se transformer en high kick. Si le gars est petit, qu'il se baisse. Voilà. Ouais. Et mais Donc, attends, pour moi, c'est Sterling contre le KO que Sterling prend. C'est un peu le même style, tu vois. C'est un genre de middle et Sterling il shoot dans les jambes, il prend le genou. C'était Moraes. C'était quoi Moraes? Moraes s'en est pris un au quatrième ou au cinquième. Ouais. Et c'était un kick, quoi, mais si tu baisses la tête, c'est un high kick. Voilà. Ouais, forcément. Très bien. Du côté de Lozen Keta, on est clairement sur le jeune explosif qui vient affronter le vétéran expérimenté. Tu regardes dans le combat de Lozen Keta, tu vois un gars qui a faim d'action, il avance sur toi, il est agressif, il vient pour combiner, il vient pour faire mal. Je te passe la balle. Quelles sont les forces de Lozen Keta? Alors, ses forces. Bon, on l'a pas précisé, mais c'est un droitier et Patricio Pitbull est un droitier. Je pense que ça a une importance parce que Lausanne a quand même affronté quelques gauchers et il se débrouille plutôt bien en garde ouverte. Dans sa manière de combattre, je vais pas dire que c'est assez similaire, mais c'est un gars qui va mettre de la pression, mais c'est une pression qu'il est capable il va désengager. Donc il avance. La moindre action, il recule, il avance, il recule, soit avec des petits retraits de buste, si les frappes sont rapides, proches, soit juste avec le corps. Il y a un petit peu de jeu de feinte. Et alors, je trouve qu'une de ses particularités, je sais pas s'il le fait de manière intentionnelle, c'est qu'il va pas mettre de pression à angle droit avec la cage, il va toujours être légèrement sur le côté. Ouais. Si tu te rappelles, alors ça date, c'est ce qu'avait fait, c'est ce que faisait, mais dans le sens inverse. Comment il s'appelle l'ancien champion des Dos Anjos? Non, des welterweight. Woodley. Hein? Ah mais non, Woodley il travaille sur le pied Ouais, arrière. Tyron Woodley, ouais. Ok. À l'inverse, donc lui, il est face à la cage, alors que Tyron Woodley était dos à la cage, tu te rappelles? Ah c'est ça, ok, oui, on est d'accord, oui, Voilà. Et il se mettait sur cet angle. De profil, voilà. Donc il se met légèrement de profil, et donc on a un adversaire, si t'es droitier, qui est toujours en train de désengager sur sa gauche, et c'est une réalité. Les droitiers ont souvent du mal à se déplacer sur leur gauche parce qu'ils n'osent pas changer de garde, tu vois. Ouais. Et donc, tu le vois, il y a des gars qui passent en gaucher et qui peuvent plus boxer, et puis après ils se remettent en droitier parce qu'ils veulent boxer dans leur bonne garde, ou alors ils sont en train de reculer sur la gauche dans leur bonne garde et ils sont dans une situation un peu compliquée. Et de mettre toujours ce mouvement-là, ça empêche un peu l'autre de pouvoir boxer, tu vois. S'ils sont pas très parce qu'en fait tu fermes complètement la porte habituelle de déplacement habituel et tu le forces à partir sur le côté ouvert. Alors de temps en temps t'es trop loin, mais si t'es à la bonne distance, c'est efficace. Ouais, c'est efficace. Alors c'est efficace à un certain niveau, hein, mais en tout cas, je trouve qu'il l'utilise bien. Et puis à un moment, quand l'adversaire en a marre de désengager sur la gauche et qu'il veut bloquer, il recadre et puis là il peut combiner et toucher. Ouais. C'est un gars qui bosse relativement simple, je trouve. Donc utilisation du jab, le dos au corps, donc le bras arrière au corps pour aller chercher souvent un bras arrière. Ça frappe la plus puissante, que ce soit en direct, en overhand, frappe un peu large. Ouais, crochet large arrière. Ouais. Crochet large, voire très large. Et puis sa particularité, c'est cette puissance de frappe. Hein. Ouais. Il a énormément de victoires par KO. Mais quand bien même dans les victoires à la décision, il y a des frappes où le mec se fait quasi propulser en arrière quand c'est frappé au corps. Et puis tu sens que les mecs ils sont inquiets, quoi. Ils sont pas bien avec la puissance de frappe. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre sur mais là on peut passer. Ça c'est vraiment les points positifs que j'ai remarqué. Moi, j'avais noté 3 autres et on peut passer aux faiblesses après. Après, ce sera pas d'application ici, mais voilà, je voulais le noter. Je trouve qu'il travaille ultra bien en contre sur les kicks. On peut comparer ça à Cédric Doumbé qui a aussi cette faculté. Ouais. Quand tu le kicks, tu te mets en danger en fait. Ce sera pas vraiment d'application ici contre Pitbull qui a envoyé peut-être 4 low kicks sur sa carrière à l'UFC. Bon, il a que 2 combats, mais c'est sur une demi-heure à l'UFC. Il travaille très bien le corps, je trouve, Lozen Keta, ou en tout cas dans ses combinaisons, il va chercher le corps et ça peut amener au finish ou créer l'ouverture pour le finish plus tard. Et son style de déplacement force l'adversaire à se mettre sur le pied arrière. Et comme tu l'as dit, comme il frappe fort, ça met les adversaires un peu dans une situation de stress. Et il y a plusieurs combats où tu vois les adversaires qui veulent shooter, mais du coup, ils shootent en takedown de leur pied arrière, ultra téléphoné.
et ça rend la défense assez facile. Donc il va soit défendre avec un frame et reculer, soit il a même le timing pour chercher un contre. Et je trouve ça assez intéressant ici. Ouais. Mais c'est vrai que voilà, il y a quelque chose autour de l'inconfort dans son style, sa puissance de frappe, ses positionnements dans la cage, ses déplacements. Ça met clairement dans l'inconfort tous ses adversaires, les adversaires qu'il a rencontrés. Et donc on voulait passer au point d'attention / faiblesse. Moi, le premier que je dirais, c'est il a un peu le défaut de ses qualités, son agressivité. De temps en temps, l'amène à surengager. Ça arrive qu'il envoie son bras arrière et que sa jambe arrière suive avec. Maintenant, pour nuancer, je trouve qu'il y a quelques stratagèmes sympas derrière, notamment je pense que c'est contre Paradiser, peut-être un autre combat, je sais plus, mais tu le vois surengagé sur son bras arrière, t'as son pied arrière qui se laisse emporter, et en fait il transforme ce pied arrière en high kick, et plus tard dans le combat il le transforme en genou. Donc tu peux croire qu'il y a une ouverture en contre, et au final ce défaut de cette qualité se retransforme en qualité ou en risque pour l'adversaire en tout cas. Ouais, c'est vrai. Et voilà, on a parlé de ses déplacements. Je me pose la question, encore une fois, sur base du niveau. Ça fonctionne très bien à l'octagone, ce genre de pression avec l'angle qu'il choisit. Je me demande si à un moment, il faudra pas travailler un peu le cadrage, parce qu'il y en a pas spécialement. Je suis d'accord. Je pense effectivement, on l'a dit, ça peut fonctionner avec pas mal de combattants, même à l'UFC. Je pense qu'il y a des combattants qui savent pas bien se déplacer sur la gauche, mais les gars qui savent se déplacer, boxer un peu des deux gardes et surtout absorber, parce que la frontière elle est mince entre mettre de la pression en partant dans cette direction et faire le tour de la cage, et à un moment se faire soi-même absorber par sa propre stratégie. Et, enfin voilà, tu vois, quand j'avais affronté Guitine, c'était ça. C'était clairement on tournait que sur la gauche. Mais bon, après, c'est quand on sait bosser des deux gardes, quand on sait boxer en reculant, c'est pas un problème quoi en soi. Donc pour ceux qui ont pas la référence, tu fais référence à ton combat contre le champion actuel du Cage Warriors. Tu avais combattu contre Liam Gittins qui était rentré dans la cage comme si tu lui devais beaucoup d'argent. Et pendant 1 minute, il t'a pas lâché. Et puis sur les 30 dernières secondes, tu as commencé à avoir le timing et la compréhension de ses déplacements et t'es allé le cueillir sur un uppercut. Mais on était vraiment sur ce déplacement dans ce couloir. Il y avait plein de combats comme ça, de mecs dans les couloirs. En Kalaev qui avait pas mis KO... Cuite là-bas, Cuite là-bas comme ça. Et, et je pense que, en tout cas, si on va plus loin dans le passé, un des meilleurs pour faire ça à l'époque, c'était Merbek Tezumov. Pour ceux qui se souviennent de ce gars-là, il était très très bon pour absorber. Et il donnait vraiment l'impression de qu'est-ce que je fais, je suffoque et tout. Et en fait, il te faisait rentrer dans son bras arrière. Mais en tout cas, pour moi, Ankalev, c'est dans mon esprit, c'est vraiment la référence. Le combat, j'ai fait waouh, putain, comment il l'a piégé, quoi. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'à un certain niveau, ça peut ne pas fonctionner. Moi, dans les points faibles, points d'attention, la défense des takedowns. J'entends qu'il soit capable de défendre, mais pour moi, il avait des gars qui savaient, on va dire, shooter un petit peu en mode dernier espoir, tu vois. Les mecs qui veulent striker, ils se font toucher, ils veulent shooter. Cependant, il y a des combats, il y a des situations qui ont été problématiques en lutte. Et voilà, c'est une réalité. À un moment donné, quand tu es vraiment striker, si tu ne fais pas de lutte à côté, il y a forcément quelque chose qui va pas le faire. Ce genre de profil, donc, il est très physique le haut du corps, il a des jambes très fines, très rigides. Et donc effectivement, quand tu shootes, il y a une certaine rigidité. Et si tu n'es pas incapable d'enchaîner, tu vas forcément te faire sprawler, être en difficulté avec la single leg, ne pas comprendre. Donc dans les situations d'enchaînement qu'il y a eu, moi j'avais vu un takedown où le gars part sur la single leg, puis après obtient le IC, tu vois, IC single leg, réussit à mettre au sol, je sais plus avec un. Enfin voilà, il y a eu un enchaînement qui a fait qu'il a été mis au sol, mais il a gagné juste après. Mais pour moi, le round le plus problématique en lutte, ça a été contre Sardari. Le dernier round contre Sardari, le 3e round contre Sardari le met au sol, je sais pas combien de fois, 4 fois. Et de manière voilà où il va shooter sur la single leg, prendre le dos, attraper les deux jambes, tirer, etc. Il y a sûrement de la fatigue qui est du côté de Louzen Keita, mais pour moi clairement il y a énormément d'informations qui sont données sur
sur la lutte, sur la capacité, sur son niveau en lutte et sur la possibilité de mettre au sol Louzen dans un combat, tu vois. Ouais, c'est ça. Quand c'est toi qui engage sur tes termes, en tout cas. Voilà. Donc sur les combats, moi j'ai remarqué qu'il y avait un truc qui me dérangeait un peu dans les déplacements, c'est ces déplacements, ces retraits en ligne sur les blitz. Donc il va reculer en ligne en faisant des pas. Ça a été exploité. Alors j'avais vu sur des combats dans ces désengagements avec ces retraits de buste où il va faire quelques pas, mais pas exploité à 100%. Ça l'a été exploité sur le troisième round par Sardari à un moment donné, où je trouve qu'il touche relativement bien. Donc les blitz, ça rentre quand même dans le domaine du karaté. Ça peut être, je pense, exploité par Pitbull, ouais. Ça peut être exploité. Ça c'est le deuxième. Troisième, c'est le fait, alors tu l'as dit, il attrape très bien les leg kicks, les low kicks pour pouvoir contrer, il compte très bien les low kicks, mais par contre, la main qui descend sur tous les kicks, c'est une information à haut niveau qui va être exploitée. Ouais. Donc, peut-être pas ici contre Pitbull, mais point d'attention pour plus tard. Peut-être pas, mais bon, c'est voilà, le mec il est là depuis des années. Ouais. C'est possible qu'il regarde le bas et qu'il envoie un high kick, quoi, tu vois, et c'est des trucs qui peuvent être exploités, qui peuvent mettre en strafe, qui peuvent mettre sur le pied arrière, tu vois. Ouais. Donc voilà, on l'a vu avec un adversaire où c'était même pas sur des low kicks, c'était sur des stop kicks, tu vois, où il descendait la main très très bas hein, sur les stop kicks, mais le stop kick venait juste toucher, repartir, et ça, bah tu pars sur un question mark kick, donc le coup de pied point d'interrogation, ça c'est un gros risque, quoi. De fait, ouais. Donc là, je parle vraiment de point d'attention. Hein. Je parle de point d'attention, de ce que les adversaires peuvent voir et peuvent exploiter, ou ce que le coin de Louzen Keita peut se dire, oh, ça, on doit faire attention, il faut, si tu as des low kicks, le suivant, tu désengages, ce genre de choses. Quoi, tu vois. Varier le système défensif pour créer de l'incertitude sur ta réaction. Ouais. Voilà, varier le système défensif. Ça, c'est vraiment un truc qui est super important. Et voilà, en tout cas, sur les points d'attention, et puis bah, t'en as rapidement parlé, le fait que pour moi il n'y a pas eu de réel test à haut niveau. Ouais, bah écoute, ça nous fait peut-être une bonne transition vers le facteur X, parce que c'est entre le point d'attention et plus un facteur X, et je trouve ça très intéressant ici. Donc il y a vraiment cette question, est-ce que Patricio Pitbull est en déclin, et prendre un jeune serait compliqué pour lui à ce moment-ci de sa carrière. Et puis de l'autre côté, il y a la question de l'adversité de Keita qui passe de Paradiser au gars qui est considéré comme le GOAT du Bellator et qui vient de passer Danny Gay, un profil qui est top 15 à l'UFC depuis très longtemps. Depuis, je sais pas si Danny Gay a été hors top 15 depuis son troisième combat UFC. Donc il y a vraiment cette double question en un sens. Il y a vraiment ils sont pas au même point de leur carrière et de temps en temps, bah oui, l'athlétisme peut être un facteur qui définit qui va gagner. Et puis de l'autre côté, l'expérience peut aussi passer une marche trop haute peut aussi être un facteur qui définit ça. Et puis voilà, il faudra peut-être en parler aussi en termes de facteur X. Ouais. C'est le premier combat de Louzen Keita à l'UFC. Il y a beaucoup de hype autour de lui. Est-ce que ça peut influer aussi sa capacité dans son combat, quoi? Ouais, je suis entièrement d'accord. Il y a eu une interview de MVP ce week-end. Où un des journalistes lui posait la question pourquoi les anciens champions du Bellator avaient un peu de mal à l'UFC. Et lui, sa théorie, c'était c'est MVP, hein, on parle de MVP. Hein. Il disait que la pression qu'il y a en combattant à l'UFC, elle n'a rien à voir avec toutes les autres organisations. C'était intéressant hein, comme truc. Ouais. Hein. On parle quand même d'un gars qui remplit des stades, et c'est pas du tout la même hype, les mêmes attentes qu'il y avait sur lui quand même. Et pourtant, il dit qu'à l'UFC, il y a alors pas une pression, mais il y a tout le truc médiatique, quelque chose qui peut, je vais pas dire décontenancer, mais voilà, t'es vraiment sous le feu des projecteurs. Donc c'est une autre expérience. La Fight Week est une autre expérience à l'UFC qu'ailleurs, et j'imagine que la production, le backstage, la logistique de l'UFC fait aussi que tu te sens dans une place plus professionnelle, et ça peut mettre pour ton premier, en tout cas, ça peut te surprendre potentiellement. Exactement. Et donc, on a vraiment, ça aussi, comme tu l'as dit, je pense que c'est un vrai facteur X. Maintenant, pour quand même valoriser l'Octagone, je crois qu'en termes de production et de ce qu'ils font, c'est ouf, quoi. Ils remplissent des stades de malades avec des productions de malades, avec des shows de ouf, et ça peut potentiellement bien préparer un athlète à ce genre de pression. Peut-être, mais je pense que
Ouais, peut-être. Mais je pense pas qu'il y a il y a une visibilité locale, tu vois. Mhm. Mais il n'y a pas la visibilité mondiale Ouais, que peut avoir l'UFC. ça tourne d'office dans ton inconscient. Je pense. Savoir combien de personnes te regardent derrière un Ah ouais. écran, en plus des personnes sur place. Et c'est ça le truc, c'est que pour le Zen, Et puis, le nombre de personnes sur place, ça va rien changer par rapport à l'Octagone qui non. fait vraiment des gros stades Oui. avec des personnes à 5 chiffres. Euh, mais par contre, effectivement, ce petit truc de l'attente qu'il y a du nombre de personnes qui vont regarder Ouais. au travers d'un écran, ça peut inconsciemment un tout petit peu jouer. Ouais, je crois que c'est le MMA mondial, les journalistes, les observateurs, les fans qui te regardent, qui peuvent avoir des attentes. Je pense que ça peut jouer beaucoup plus. Ouais. Hmm. On passe au game plan. Ouais, ouais. Ok, parlons stratégie. Donc pour le Belge, on va commencer par Lausanne Keita. Qu'est-ce que tu recommanderais pour maximiser les chances de victoire face à Patricio frère? Patricio frère. Je suis pas en train de t'appeler frère, je le ferai jamais. Je pense que ça me fait bizarre. C'est son nom de famille, mais Euh, il fait partie des rares combattants où le surnom a pris la place, ouais. la place du nom de famille. Mm, mm. Écoute, moi, je trouve que sur les deux combattants, leur style de combat peut plutôt bien matcher. Donc, donc pour moi, je pense qu'il doit rester à peu près comme il fait d'habitude, cette pression Ouais. lente, ce léger désengagement, le mettre sur ce côté. Je pense pas que, enfin voilà, on a parlé que certains combattants, c'était pas un problème de pouvoir boxer en reculant, mais ouais, Pitbull, il est vraiment sur le travail de ligne type karaté et il cherche vraiment le contre en rentrant. Donc ça, déjà, c'est un peu tant mieux pour Keita parce que je ne le vois pas surengagé sur ses frappes. Souvent, il aime bien boxer derrière les frappes des adversaires. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc là-dessus, je pense qu'il a pas grand-chose à changer sur son striking. Mettre de la pression, rentrer, etc., chercher les frappes au corps, et puis à un moment donné, cadrer, frapper, puis ressortir, recommencer son travail. Je pense qu'il doit faire attention, gros point d'attention, et sur quoi il va devoir bosser, pour moi, c'est sa défense de lutte. Ouais. Il faut rester réaliste. Il faut rester réaliste. C'est pas un lutteur de formation. Et clairement, quand je vois le niveau de ceux qui ont été capables de le mettre au sol, hein, Agui Sardari, c'est pas le niveau de Pitbull en lutte, clairement. Mhm. Agui Sardari est très bon hein, en grappling, en lutte et tout. Il y a pas de souci là-dessus sur le plan européen. C'est un très solide client, mais c'est pas le même niveau que Patricio Pitbull. Donc là-dessus, il va falloir vraiment avoir un gros point d'attention et essayer de prévenir un maximum ces shoots bien en amont de la situation. Il va être connecté, tu vois. Ouais. Donc avec les feintes du percute, avec les feintes de kick peut-être, les montées de genoux. Pour lui faire rappeler ce que Daniguet a fait, tu vois. Je pense que ça, c'est des choses qui peuvent faire réfléchir, quoi. Ouais. Alors qu'ils le mettent dans l'incertitude. Je pense sincèrement que le game plan, c'est de mettre Pitbull dans l'incertitude. C'est ce qu'avait fait Yair Rodriguez un petit peu. Hein. De fait, ouais. Et Yair Rodriguez, c'était vraiment un travail de distance, je Ouais. dirais, où Keita devra plus faire un travail de positionnement. Ah, Positionnement dans la cage, mettre Pitbull sur le pied arrière, mettre Pitbull près de la cage, ce genre de oui. choses. Ouais. Oui, positionnement et puis intention de faire mal ou frappe Voilà. puissante. Voilà. Ah, Donc, ouais. c'est pour ça que je trouve que le style, ça fonctionne plutôt bien. Effectivement. De mettre Patricio Pitbull dans l'inconfort, dans une situation où il ose pas rentrer, où il ose pas parce que il ose pas contrer parce qu'il n'y a pas d'ouverture, d'être toujours sur le pied arrière, d'exploiter le fait qu'il ait peu de volume, je pense que ça peut fonctionner. Mhm. Et voilà, et je pense que tu en as parlé hein, sur la défense des low kicks, il doit un petit peu varier, ne pas aller chercher à chaque fois le catch, ça peut être exploité, Ouais. surtout à ce niveau-là. Donc voilà sur le game plan. Ouais, bah, j'ai pas grand chose à ajouter, hein. J'avais aussi, on en a pas parlé dans le style de Patricio, mais il a cette tendance, il a beaucoup de systèmes défensifs différents. Il va de temps en temps esquiver, il va de temps en temps chasser, il désengage pas mal. Mais voilà, quand il a pas le choix qu'être dans la poche, c'est beaucoup la garde haute qu'il va privilégier. On en a parlé, Keita, il a des bons body shots, donc je pense que voilà, ça doit faire partie clairement de son jeu et c'est assez naturel chez lui. Et effectivement, il doit éviter de surengager pour deux raisons. Patricio, il peut absorber pour contrer, donc tu surengages sur une frappe comme ça, c'est très vite dangereux. Et quand tu surengages, tu exposes très vite tes hanches et tu peux te faire amener au sol en surengageant et en exposant tes hanches. Et puis t'en as parlé, hein, Yair Rodriguez a très bien exploité les kicks contre Patricio Pitbull pour la distance et tout ce qui s'ensuit.
Le Zenketa, je le vois plus comme un boxeur en MMA, Ouais. mais je pense qu'il a déjà sorti quelques kicks, quelques genoux. Alors, n'importe qui ne peut pas faire ce qu'a fait Yair, C'est mais sûr. voilà, je pense que les kicks peuvent être Ouais, exploités mais contre peut-être Pitbull, ça l'utilisation dépend de la des qualité jabs. de ceux de... Ouais, Ah, excuse-moi. Oui, mais je pense qu'il peut exploiter avec les jabs, par exemple, avec ses larges crochets, avec ses directs pour garder à distance. ouais, parce que si c'est lui au milieu, si c'est lui au centre, si c'est lui qui met la pression, bah, la gestion de la distance est un peu plus sous contrôle. Mhm. Et toutes les armes longues peuvent très bien fonctionner puisqu'il sera plus grand avec une meilleure allonge. Même si on n'a pas les stats, on sait que ce sera à son avantage parce que, comme tu l'as dit dans la présentation de Patricio Pitbull, il est petit pour cette division et assez compact qui plus est. Mhm. Du côté de, je sais pas si tu as quelque chose Ouais, d'autre ouais, pour ouais. Keita. Ouais. Il y a un autre truc, hein. On a parlé de cette pression d'être devant les projecteurs, premier combat de l'UFC. Je pense que ça pourrait être un piège pour Lozen Keita de vouloir prouver sur ce combat. Oui, 100%, 100%. De vouloir mettre absolument KO devant le public et tout. Donc, il va falloir être voilà, que le public français, que les gens qui le soutiennent soient ok avec le fait qu'il puisse avoir un combat pas si passionnant que ça, quoi. On a en face en face de lui, il y a un Pitbull qui cherche le compte, qui a un peu de volume, qui reste très dangereux. Si il surengage, t'en as parlé, hein, qu'il a prouvé surengager. S'il surengage et qu'il se fait saisir, mettre au sol, contrôler, on va un peu pleurer, quoi, entre guillemets. Alors, Ouais. pour moi, il y a clairement la possibilité de gagner un combat beaucoup plus mesuré. Voilà, je pense que Lozen Keita, c'est pas un problème de faire ça. Il l'avait, entre guillemets, un peu fait avec sur son combat en grappling contre Malik Abdouragimov, tu t'en rappelles? Bah, je l'avais organisé. C'était pas ouf comme combat, faut rester honnête, quoi. Ouais, C'était que du désengagement pour pas aller en grappling, mais c'était pas ouf. Mais voilà, bon, c'est une égalité. Mais sur un combat comme ça face à Patricio Pitbull, je pense qu'on pourra avoir un combat un peu plus mesuré, sans prendre de risques et qui serait capable de passer. Ouais, je suis assez d'accord et j'aime bien ce que tu dis par rapport à la mesure puisque on a vu un Patricio Pitbull plutôt dans sa carrière être un peu dans des guerres, accepter l'échange, etc. Mhm. Maintenant, on sent qu'il a évolué et que si son adversaire ne le force pas dans une guerre, lui, il va le terme c'est pas se contenter, mais sa priorité quand il rentre dans la cage, c'est d'être dans la mesure. Donc pour le Zenketa, il doit trouver le juste milieu entre ce côté suffocant par sa pression et comme tu l'as dit mettre un peu l'adversaire dans un état de j'ai oublié le terme que tu as utilisé plusieurs fois pendant le podcast, d'inconfort, voilà, ouais. Mais sans surengager, sans exposer à tous les risques et tous les dangers que peuvent représenter Patricio Pitbull. Donc c'est un juste milieu qui est assez intéressant à devoir trouver et comme tu l'as souligné, voilà, rechercher le KO au premier round serait une erreur. Il peut l'obtenir, bien entendu. Il a déjà fait plusieurs fois dans sa carrière et face à Patricio, il pourrait l'obtenir. Mais je pense sincèrement que ce serait une erreur et qu'il doit plus viser à bien sélectionner ses combos. Et d'ailleurs, c'est ce que je dirais lors de mon prono. Je pense pas que ça va se terminer au premier round parce qu'il y aura un peu ok, il faut que je calcule et que je mesure et que je comprenne les risques que représente Patricio Pitbull. Et donc il y aura un début peut-être dans l'observation avec une pression de prestance plus qu'une pression de volume. Et dernier point sur lequel on doit rebondir, voilà, Patricio a très peu de volume, donc tu peux gagner au volume contre Patricio Pitbull juste avec des jabs, des frappes simples et tu domines au volume sans te faire amener au sol, quoi. Mais Keita non plus, hein, pas beaucoup de volume. Hein. Non, mais quand il envoie, c'est un peu plus. Un peu plus, clairement. Ouais. Mais donc c'est pour ça que oui, je suis d'accord avec toi sur un premier round qui pourrait être beaucoup plus de l'observation, quoi. Et d'ailleurs, ça, il faut peut-être faire gaffe à ce que ça se transforme pas comme le premier round entre Pitbull et Ige, qui était fort dans l'observation, pas beaucoup d'échanges, les frappes qui se donnent, ça s'équilibre, et puis au final, ce qui fait la différence dans le premier round, au début, c'est une amenée au sol, un contrôle de Patricio Pitbull, puis quand ça se relève, il reprend encore les devants en pied-point, mais voilà, si t'as une séquence un peu comme ça où t'as le combat le premier round où il y a pas grand-chose qui se passe, ça se touche un peu mutuellement, après t'as une amenée au sol, c'est ce qui fait la différence. Même s'il y a pas un gros schéma offensif derrière, si c'est égalité sur le striking efficiency, une amenée au sol avec un peu de contrôle derrière et un petit schéma offensif, c'est ça qui fera la différence, quoi. Ouais. Et sur 3 rounds, le premier round fait la différence. Et puis tu l'as dit, Patricio Pitbull, il est plus réellement à la recherche du finish, notamment contre Daniké. Pour moi, il prend ce premier round sans trop stresser, il se pose sur cette demi-garde pour finir le round. Et le deuxième round, je trouve que c'est la même chose. Il sait qu'il a le deuxième round, il n'y a pas d'accélération ou quoi que ce soit. T'as l'impression, quoi,
il est content d'avoir pris 2 rounds. Enfin, c'est professionnel, quoi, C'est ça. comme manière d'aborder le combat. J'ai pris Tout mes à 2 fait. rounds. J'ai déjà fait une bonne grosse partie de mon taf. Exactement. Et après, t'as plus qu'à survivre dans un troisième où les deux sont fatigués. Alors, du côté du Brésilien, je sais pas pour toi, mais je pense vraiment qu'il doit voir ça comme une opposition de style et chercher à limiter l'agressivité de Keita en le collant, en cherchant à l'amener au sol. Le cas échéant, s'il n'arrive pas à l'amener au sol, le bloquer à la cage. Alors, je dis pas du tout qu'il a aucune chance debout, mais c'est pas du tout là où je vois le meilleur chemin vers la victoire pour Patricio Pitbull. Ah, bah, je suis entièrement d'accord. Pour moi, je pense que Patricio Pitbull doit clairement miser sur sa lutte et son sol. Je pense qu'il sera supérieur. Enfin voilà, Daniké, c'est un bon lutteur, c'est un bon grappleur, hein. Enfin, c'est plus un grappleur, mais je trouve qu'il nous a montré des très belles choses, Daniké. Et pour autant, Patricio Pitbull, c'était, je vais pas dire facile, parce que le troisième round, il y a eu des petites erreurs qui sont liées, je pense aussi, au fait qu'il se soit fait mettre KO. Mais je trouve qu'il a trouvé son chemin de victoire au sol, quoi. Donc oui, pour moi, Patricio Pitbull doit partir là-dessus. Il doit avoir quand même des stratégies debout pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir utiliser des patterns de Lozen Keita et toucher. Mais surtout, il doit pas commencer à rentrer, à vouloir échanger et boxer là-dedans, quoi. C'est trop dangereux, c'est vraiment trop dangereux. Je pense sincèrement. Je pense sincèrement. Et puis il y a eu des choses, hein, qui ont été faites avec Sardari. Je pense que ça montre quand même, voilà, qu'il y a une possibilité de mettre au sol, une possibilité de prendre le dos, une possibilité de faire des allers-retours entre le dos et la monte, par exemple, ou de s'installer en demi-garde. Il y a absolument la nécessité de contrôler. Donc là, je pense que voilà, Patricio Pitbull, il va pas avoir de stress sur ça parce qu'on a vu que ce week-end, on pouvait contrôler quelqu'un et se faire un bonus performance de la soirée. Donc bon, tu te dis voilà, c'est bon, je peux faire du contrôle. Voilà, pour moi, ça fait partie des chemins pour Patricio, c'est de rendre le combat un peu chiant en amenant au sol et vraiment avec ce truc de s'il se relève, ça devient dangereux pour moi. Donc ma priorité, c'est faire en sorte qu'il ne se relève pas. Donc c'est le strict minimum. Je bloque, je mets un tout petit peu d'activité pour pas que l'arbitre nous relève et je bloque les situations. C'est un véritable chemin. C'est un chemin. Tu viens de le dire. Moïcano l'a montré aussi à Paris, donc on pourrait avoir la même chose. Ouais, t'as vraiment ce truc de Patricio dans son dernier combat qui s'est satisfait de prendre les 2 premiers et puis qui a survécu au troisième. Bon, c'est notamment à cause du high kick, mais tu voyais que l'intention c'était de remettre au sol Danigué pour aller chercher cette victoire. Je crois qu'il l'a remis. Il pourrait refaire la même chose, hein. Ouais. Il l'a remis au sol, hein, malgré. Oui, il l'a remis au sol par la suite, mais tu voyais que c'était son objectif, quoi. Ah bah oui. Ouais. Je pense que dès qu'il l'a mis au sol, premier round, et qu'il a senti qu'il y avait possibilité de contrôler, c'était son objectif tout le combat. Ouais. Donc clairement. Pour moi, ça doit être un peu vraiment ça son game plan, travailler ce qu'on a parlé sur le chaining. Donc oui, je pense que c'est vraiment ça. Ok, on arrive à la partie prono. Alors il y a eu quelque chose d'assez spécial juste avant qu'on enregistre. Les cotes sont officiellement sorties sur Unibet. J'ai juste vu qu'elles étaient là. J'ai pas vu exactement quelles étaient les cotes précises. Donc on va d'abord établir les pronostats selon nous, et puis on va aller comparer ça à ce qui est officiellement sorti sur notre sponsor unibet.fr. Donc si tu dois émettre un pronostat ici pour ce combat, à quoi le mets-tu? Alors, faut pas. Enfin voilà, moi, Lozen Keita, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que je croise régulièrement sur les événements, qui doit passer un de ces 4 au club, etc. Donc je vais quand même garder mon objectivité. Vous me connaissez. Je pense qu'on est sur une opposition de style, clairement. Donc si ça reste debout, je vois Lozen Keita l'emporter, et puis après, enfin voilà, tout le monde dira il y avait aucun chemin où son adversaire pouvait l'emporter. Par contre, si ça va au sol, je pense que Pitbull va être supérieur, largement supérieur. Donc, déjà, on peut se placer sur une sorte de 50-50. On est d'accord là-dessus. Maintenant, on rajoute des petits points, on enlève des petits points en fonction. Lutteur, grappleur contre striker. Moi, je rajoute toujours 5% sur le lutteur grappleur. Voilà. Donc là, je suis déjà à 55-45. Expérience niveau, je rajoute aussi 5%. T'es à 60-40 pour Patricia.
est-ce que j'enlève genre 5 ou 2,5% sur la question de l'âge, sur la question de la dynamique? Ouais, ça peut s'entendre. Ouais, donc tout ce qui va de 55-45 Patricio à 60-40 Patricio, c'est ce range-là dans lequel toi tu te situes. Je pense. J'essaye d'être le plus neutre possible. Ouais, ouais. Et puis voilà, oubliez pas que sur un game plan, en fonction si un adversaire ne met pas en place de game plan, vient au talent, l'autre adversaire a bien bossé. Bon bah voilà, hein, tout le pronostic est en l'air. Mais en tout cas là maintenant, si c'est comme c'est maintenant, ils s'affrontent demain, ouais, je vois Pitbull légèrement favori. Ouais, moi j'avais noté 60-40 Keita. Ok. Pour être honnête, le fil de notre discussion me fait penser que je devrais peut-être un peu rapprocher les cotes, parce que tu vois, il y a un truc que j'ai dit il y a super longtemps sur un podcast. Je sais plus c'était suite à quel combat, mais au final, tu peux remporter un combat en gagnant 6 des 15 minutes. Je sais pas si tu te souviens de ça. Ouais, bien sûr. En gros, si tu as un combat où il n'y a pas beaucoup d'action, tu gagnes 3 des 5 minutes sur le premier round et 3 des 5 minutes sur le deuxième round, tu prends les 2 premiers rounds par 19 et puis tu peux perdre les 5 minutes qui suivent et tu prends pas un 18, tu prends un 19 et tu remportes 29-28 le combat. Et donc au final, effectivement, tant que ça reste debout, je pense qu'on aura un Keita qui sera supérieur et qui va faire mal en plus. Mais il suffit d'avoir 2 amenés au sol réussis pour Patricio avec un temps de travail derrière pour compenser ça et prendre 2 rounds. Donc j'aime bien la manière dont tu as abordé le truc, c'est que opposition de style, par défaut, on se rapproche du 50-50. Il y a un monde où pendant le combat on dit ouais bah en fait c'était easy pour Keita. Il y a un autre monde où Patricio il bloque tout et il remporte une décision assez facilement. Donc voilà, pour moi c'est l'inverse de toi en fait. Tout ce qui va de 55-45 à 60-40 Keita me semble juste. Je mets peut-être un peu plus de poids sur. J'ai bien aimé le travail qu'a fait Pitbull contre Ige, mais je trouve que voilà quand tu regardes Pitbull contre Yair, il avait l'air un peu d'un poisson hors de l'eau par la vitesse de Yair Rodriguez et je pense que Lausanne se retrouve un peu dans quelqu'un qui est capable de aussi piquer, sortir, se rendre indisponible dès qu'il avance en désengageant assez bien. Ce qui lui manque peut-être par rapport à Yair Rodriguez, ce sont les déplacements défensifs sur des angles et qui peut qui peut peser lourd dans la balance aussi. Enfin ouais, je comprends, hein, mais c'est vrai qu'Yair Rodriguez pour moi c'est pas du tout la même. Oui. C'est le mec qui lance ses kicks, tu reviens d'un combat où ton troisième round tu t'es pris 2 kicks dans la tête, tu vois. Yair Rodriguez c'est particulier hein, à affronter. Moi ça m'étonne même pas du combat, ça m'étonne même pas quoi de la dynamique que ça a pu avoir quoi. Donc c'est vrai que je prends pas trop en compte à cause de tous ces kicks, à cause de cette distance, à cause comme tu l'as parlé des angles défensifs qu'il utilise. Ouais. Mais bon, je comprends. C'est vrai que comme ça, je me suis pas trop posé de questions avant de regarder les combats. Je voyais plutôt Keita être capable d'être légèrement favori. Maintenant, comme je l'avais dit, j'avais pas regardé tous les combats de Keita. J'ai vu des combats qui m'ont pas rassuré, notamment sur sa lutte et son sol. Bah, faut être honnête, faut le dire, faut pas se rendre compte non, bien sûr. Combat, tu vois. Et c'est pour ça que je pense que si Pitbull choisit ce chemin-là, il y a un véritable monde où il va le mettre au sol, clairement. Ouais, et le fatiguer. Dominer là-dedans, ouais. Et tous les éléments qui pouvaient me déranger, ça on n'en a pas parlé, mais par exemple, où Keita a su se relever, c'est face à des adversaires qui mettent au sol. Donc il y en a un qui veut prendre une monte trop rapidement, dégueulasse, et Keita met une sorte de frame, met son bras comme ça et le repousse. Et je crois que la deuxième sur Agi Sardari, ah bah ouais, tu vois, en parlant de soumission, Agi Sardari le contrôle, etc., demi-garde. Comment il s'appelle, Keita se retourne et alors qu'il est dans une position pourrave, il va chercher un bras-tête, tu vois. Donc il réussit à sortir facilement. Enfin voilà, à un moment donné, ça, il n'y a pas un monde dans ma tête où je vois un pitbull aller chercher un bras-tête dans une position qui est pas contrôlée, tu vois. Maintenant, Agi Sardari, il le fait potentiellement parce que c'est le round 3, il perd les 2 premiers et il se dit, je dois aller soumettre. Bien évidemment. Donc il y a un contexte. Ouais. Mais effectivement, si tu mets cette situation-là au premier round avec Pitbull, Keita se retourne en tortue, Pitbull va pas sauter sur un bras-tête, il va chercher le contrôle et puis remettre dans une position plus intéressante, potentiellement rechercher la demi, quoi. Clairement. Mais il y a des erreurs que je pense que Pitbull ne fera pas. Ouais. Et il faut respecter les niveaux. Et donc c'est pour ça que je me dis que
ouais, ça peut être dangereux au sol, clairement. Bah écoute, on a tous les deux tort par rapport à unibet.fr. Vas-y. Les cotes sont à 2,40 pour Pitbull, 1,51 pour Keita, donc on est Large en dehors favori. du 60-40 à l'avantage de Keita, on est genre sur un 62-38. 62-38. Ah bah écoute. Bon, on verra. Moi, je pense sincèrement, hein, enfin voilà, vu la puissance de frappe, effectivement, on est vraiment sur un truc où ça peut passer de tout l'un ou tout l'autre, tu vois. Ouais. Clairement. Mais on a vu des combats comme ça où, ouais. Alors, je vais pas te demander la préférence, je pense qu'on a tous les deux la même préférence, c'est de voir Ah un oui. Lozen Keita qui l'emporte clairement. Maintenant, est-ce que tu as un pronostic ou deux scénarios, peut-être deux scénarios que tu vois se produire comme étant très probables? Moi, je pense que qu'on aura un combat qui va être très mesuré. J'espère qu'on aura un combat très mesuré de la part de Keita. Je pense qu'il pourrait l'éteindre, quoi. Ça va être. Je vois un peu les choses comme ça, tu vois. Ouais. J'aimerais bien, en tout cas, que ce soit comme ça. Mais voilà. Et puis des petites erreurs quand même de placement. Donc si ça va au sol, j'espère que ça aurait été amélioré du côté de Keita, clairement. Ouais, on l'espère. En tout cas, c'est une des. Dans un monde idéal, j'aimerais bien le voir devoir défendre des amenés au sol et voir qu'il y a une progression dessus. Ah oui. Parce que clairement, le truc, c'est une victoire ici, tu rentres numéro 10 à l'UFC, quoi. Et donc ton combat suivant, c'est contre un top 10 featherweight. Ce sont des gars qui sont capables de lutter, d'exploiter des ouvertures. Allez, numéro 10 pour l'instant, c'est Jean Silva, puis t'as Youssef Zalal, Josh Emmett, Sterling, Murphy, Allen, Ortega, Yair Rodriguez, etc. Donc c'est ce genre de nom. Moi, je pense que c'est un peu vite, combat, hein. quoi. Personnellement, s'il passe et qu'il prend la place 11, je pense qu'il doit d'abord regarder un petit peu en dessous pour bien prendre de l'expérience du haut niveau et valider sa place ici. Ah, ben tu sais quoi? Juste derrière, c'est Steve Garcia. Ouais, voilà. Steve Garcia contre Lozen Keita, c'est quelque chose, ça. Donc, je pense que sinon, ça risque d'être un petit peu tôt pour le top 10. Ça va être, Ouais, il faut qu'il se fasse ses dents. Maintenant, on sait comment fonctionne l'UFC. Si met KO Pitbull dans le deuxième round ou dans le premier round, peu importe. Ouais, ça. Après, non, contre Garcia, honnêtement, Garcia, ça fera violence contre violence. L'UFC aime bien ça. Moi, je pense quand même qu'il y a dans l'UFC, tu fais monter. Alors, ça dépend des gars, hein. Vraiment, les gars super hypants pour le public américain, ils passent, ils montent. Ouais. Mais sinon, quand ils le font, ils montent. Et puis après, tu dois valider ta place. Tu prends un gars qui vient de monter légèrement en dessous de toi. Tu t'affrontes. Si tu mérites bien ta place, pour moi, une place, elle se valide une fois que t'as gagné un gars qui est en dessous à ta place, tu vois. Ouais. Ouais, surtout que, enfin voilà, Patricio Pitbull, il a 1-1 à l'UFC, c'est un peu bizarre comme classement, tu vois. Il a battu Danny, ça l'a mis en numéro 11, mais c'est qu'une victoire, quoi. C'est aussi quelqu'un qui doit valider sa place dans le top, dans ce top, je trouve. Et après, oui, il est monté directement contre le numéro 3, non? Il était combien, Yair? Ouais, bah, c'est ça, il arrive à l'UFC, il a pris le 3 ou le 4 en Yair, il a perdu, il a repris quelqu'un du top 15 qui était probablement, 10, 11, 12, quelque chose comme ça, Danny Gay. Il a gagné, donc maintenant il se positionne là, mais il manque encore de recul, de nombre de combats, quoi. J'ai dit des bêtises, moi je pensais que Danny Gay c'était avant Yair Rodriguez. Ah non, début contre Yair et puis Gay ensuite. Ouais. Donc sa meilleure performance à l'UFC, c'est son dernier combat, quoi. Ouais, c'est ça. Ah, écoute, moi, comme j'ai un peu indiqué dans le podcast, je crois qu'on va avoir un Lozen qui sera assez mesuré au début, qui sera un peu dans l'observation, et donc mon prono se tourne plus vers un KO dans la deuxième reprise. Mais encore une fois, on a établi pas mal de scénarios qui sont totalement plausibles. Ouais. On peut s'attendre à une déception à la fois sur le résultat et sur la tournure du combat, avec quelque chose d'un peu bloqué par Patricio. Et on peut aussi voir une décision de Lozen Keita sur un combat où juste un tout petit peu de volume à son avantage fait la différence. Clairement. Et c'est ce qui rend le combat aussi intriguant et à quel point c'est un des combats que je vais attendre vraiment, tu vois. Ouais, pareil. J'ai très très hâte de voir ce combat. Ouais, trop. On a deux Belges à l'UFC Paris, ça fait plaisir. Franchement, c'est trop cool. Bon, ce week-end on a l'UFC Shanghai. Tu nous as préparé une petite liste. Ouais, de 5 cette fois aussi. Ouais. 5 ? T'as fait 5 aussi ? Ouais. Ok, bah alors c'est quoi ton numéro 5 ? Pereira Dokos.
Michel Ok, Pereira. ouais, Michel Pereira contre Kyle Doucos, ouais. Ouais. Pour les acrobaties. Voilà, pour le nom, Michel Pereira, ça reste assez sympathique à regarder. Et puis voilà, je connais pas tout le monde dans la carte, je suis pas sûr que ce soit le meilleur combat à suivre, mais voilà. C'est Ouais, mon bah 5. écoute, moi je l'ai même pas mis. Mon numéro 5, c'est la curiosité de ceux que je ne connais pas ou très peu. Ok. J'ai fait quelque chose d'assez générique. C'est le genre de carte où voilà, il y a deux trois moments où tu vas, enfin il y a deux trois combats où tu vas découvrir quelqu'un et tu vas dire tiens style sympa ou chouette petit finish, ce genre de choses. Donc Mhm. numéro 5, je vais dire quelque chose de générique, la curiosité de ceux qui font leur début ou ceux qui n'ont pas beaucoup de combats et que j'ai pas, enfin et dont Ouais. je me souviens pas spécialement. En numéro 4, qu'est-ce que tu nous places? Et donc, c'était quoi ton 5, toi? Ça, la curiosité de ce N'importe que je quel connais coup. pas sur la carte, quoi. Ouais. Ok, ouais, t'as pas mis de combat. Non. Vraiment, j'ai fait mon top 4 et puis j'étais là en 5 et je fais Ok, moi je Michel ferai ça, tiens, la Pereira et tu prochaine sais, je fois. suis là, ouais, Michel Pereira, ok, Ça. il y aura peut-être un highlight avec lui, mais c'est pas un combattant que j'ai envie de suivre particulièrement, tu vois. Oh, ok. Numéro 4, moi c'est Zhang Ouais, Myung-Yang. Donc bah, c'est le main event. Hein. Je t'avoue que je suis Ouais. pas très hypé par le main event en soi. Je suis pas un grand fan de cette catégorie ouais, exact. depuis longtemps, hein, depuis l'ère Jones. Mais voilà, Zhang c'est un gars qu'il faut suivre dans la KT, je pense. Il a fait des belles sorties. Ouais. Voilà. Donc 3 KO au premier round sur ses combats à l'UFC, ça se souligne. Effectivement, Oui, comme tu l'as dit, c'est une division qui a besoin de renouveau. ouais. Et moi aussi, je l'ai noté en 3. C'est pas l'opposition qui me plaît. Johnny Walker, j'ai un peu fait mon deuil sur ce qu'il peut nous apporter dans la division. Hmm. Zhang, ça peut m'intéresser. Voilà, s'il remet de nouveau un 4e KO au premier round d'ici dans sa carrière, ben, clairement, bienvenue dans le top 10 et très hâte de voir la suite, quoi. Ouais. Et donc maintenant je dois dire mon numéro 4. Mon numéro 4, c'est peut-être ton numéro 3, j'en sais rien. Pavlovich contre Waldo Ouais. Costa. On a déjà souvent parlé de Waldo Costa. C'est pas tous les jours qu'on a un poids lourd sur une si longue série de victoires. Ici, il vient de passer un Sergei. Il cherche à passer un autre Sergei. Ouais, l'opposition est intéressante. Je pense que Waldo Costa, c'est un gars qui est un peu bon partout, un peu stratège, qui va aller gagner des combats grâce à sa lutte, qui va aller gagner des combats grâce à son pied-point. Et là, clairement, contre Pavlovich, ben, je crois que c'est plutôt l'option de la lutte qui va devoir aller chercher. Ça va être compliqué. Pavlovich, lui, il a une mauvaise passe. Il a rebondi contre Rosenstruck dans un combat à très faible volume. Donc on va voir si maintenant il a un peu repris confiance en ce qu'il est capable de faire et ce qu'il a fait après sa défaite contre Overeem. Mhm. Donc ouais, ça m'intéresse chez les poids lourds. Idem. Moi, c'est le numéro 3. Pareil, c'est une catégorie que je suis pas trop, qui m'intéresse pas trop, les poids lourds, mais il faut qu'il y ait du renouveau. Et donc, c'est clair que celui qui m'intéresse, entre guillemets, le plus, sur qui j'ai un peu d'espoir, c'est Cortés Acosta, pour renouveler la KT, pour que ce soit un peu plus fourni. Ouais. C'est ça. Maintenant, si Pavlovich nous fait une belle prestation, ça me dérange pas qu'il revienne dans le Oui. top et qu'il revienne se tester contre les gros noms. Quel est Clairement. ouais, bah écoute, numéro... Ah! Je suis curieux de savoir dans quel ordre t'as mis ton 2 et ton 1. À mon avis, je connais les deux combats, mais on est en inversé. Ton 2, c'est quoi? Moi, mon 2, c'est l'honneur Kavanagh contre Charles Johnson. Moi, c'est mon 1. Ah oui. C'est un combat... Avec Jen, j'avais fait un épisode en début d'été, avec les combats qui passaient sous les radars. Les bangers qui passaient sous les radars dont personne ne parle, et c'était mon numéro 1 dans la liste. Charles Johnson, j'ai kiffé son combat contre Joshua Van. J'aime bien ses combats de manière générale. Et le Honor Kavanagh, il faut aller voir ce qu'il a produit au Cage Warriors. Et s'il continue à produire ici à l'UFC, pour moi, c'est un banger de combat, quoi. Ouais, je suis d'accord. Moi, c'est mon numéro 2, mais personnellement, je peux pas le passer devant mon numéro 1 parce qu'il y a le respect Des anciens. ouais, pas des oui ou des du haut niveau, tu vois. Ouais, du top, de ceux top, qui sont déjà dans le de top. de ce qui se fait au plus haut niveau. Donc ouais. Donc c'est Donc mon numéro 2. Ortega, Sterling en 1 pour toi et en 2 pour Exactement. Ouais, je suis très hypé par ce combat-là. Sterling, je pense vraiment que c'est un excellent combattant. Brian Ortega, là, ça devrait aller, parce que je pense qu'il y aura quand même pas mal de sol, mais ça reste quand même, enfin voilà, il nous a aussi fait rêver à une période, tu vois, donc ouais. Ouais, écoute, magnifique combat. Quand Sterling est monté en bantam, en featherweight, pardon, de bantam, clairement c'était genre le combat que je voulais voir.
le combat pour Sterling que je voulais voir. J'ai très envie que ça aille au sol. Il y a toujours ce petit stress que ça reste debout, que t'es deux grappleurs qui vont nous offrir pas mal, qui pourraient nous offrir pas mal au sol, et au final les deux ont un peu peur de shooter sur l'autre. Surtout au final, quand tu vois la qualité de la guillotine de Brian Ortega, tu te dis ok, Sterling, s'il doit shooter, c'est en Greco, quoi. Donc voilà, il y a une intrigue clairement sur comment est-ce que ça peut aller au sol. Si ça va au sol, comment ça se passe. J'espère que ça ira dans ce domaine-là, parce que les voir s'affronter en pied-point, ça m'intéresse peu. Et si au final on a un bête combat debout entre deux, j'en avais déjà parlé dans un podcast aussi, mais il y a certains combats comme ça où tu as cette frustration de te dire ok, ces deux-là, j'aurais bien voulu voir ce que ça donne au sol l'un contre l'autre. J'espère qu'ils feraient un rematch en grappling, quoi, dans ce cas-là. Ouais, je suis entièrement d'accord. Fury ou un truc comme ça. Maintenant il y a, mais oui, j'avais dit ça en fait. UFC BJJ, les épisodes. En fait, s'ils veulent rapatrier un public MMA, ce qu'ils doivent faire, c'est que tu mets Ortega contre Sterling en main event, et puis ça permet à tout le monde de regarder un peu ce qui se passe avant. Ça peut être intéressant, tu vois, comme stratégie de développement. Ok, écoute, on a fait notre top 5. C'est une carte qu'on va pouvoir apprécier, si je dis pas de bêtises, à partir du matin en Europe, puisque ça a lieu à Shanghai, et la carte principale, ce sera en milieu d'après-midi. Donc c'est cool pour nous. Profitez-en bien ce samedi. Brian, un tout grand merci. Et ça commence à se développer aussi sur les plateformes de podcast Fight Minds. Donc ceux qui nous écoutent sur les plateformes de podcast, n'hésitez pas à mettre un petit 5 étoiles. Ceux qui sont pas abonnés sur YouTube, abonnez-vous. Le petit like, le petit commentaire, vous connaissez, pour un peu faire grandir. On n'est pas loin des 50 000. On va pas tarder à y arriver. Enfin, Brian, merci. À très vite. Ciao tout le monde. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Nous en profitons pour rappeler que nous sommes ambassadeurs des marques Nutrimuscle et Oko. Cela signifie que si tu achètes chez eux en passant par nos liens, tu aides la chaîne à se développer. Nutrimuscle a une mission claire: rendre la nutrition sportive accessible en respectant les plus hauts critères de qualité. Chaque ingrédient est sélectionné pour préserver leur pureté, et chaque produit se limite au minimum d'ingrédients nécessaires. Rejoins Morgan Charrière, Benoît Saint-Denis et Fight Minds dans la team Nutrimuscle en profitant d'une réduction via notre code promo NMA_FM5. Le lien vers leur site est en description de cette vidéo. Oko produit des gourdes filtrantes éco-responsables. Le filtre Oko traite l'eau pour la purifier et la rendre saine à la consommation. Les polluants, pesticides, métaux lourds, mauvaises bactéries et autres contaminants sont efficacement filtrés. La gourde Oko a un côté ultra pratique et aussi économe. On arrive à 10 centimes le litre d'eau, voire moins, grâce à notre code promo FMOKO qui offre 10% de réduction.